Bonjour, merci d'être venu. On pensait que la pluie ferait venir mieux plus les gens, mais c'est difficile effectivement de fédérer sur cet événement. Donc c'est dans la continuité de l'événement Ville biomimétique, Ville de demain. L'homme qui s'inspire de la nature pour construire des choses qui vont dans le sens du développement durable, pour lequel la mairie est assez impliquée et veut en faire une philosophie. Donc vous avez vu des scientifiques, vous avez vu des architectes. Aujourd'hui, je vous présente Vincent Vanel, qui est le cofondateur de Green Nation, qui est plus un ingénieur, lui, et qui, dans le cadre de son cabinet d'ingénierie conseil spécialisé en développement durable et en éco-innovation, il vous expliquera peut-être mieux que moi ce qu'il fait exactement, il va nous parler d'agriculture urbaine. Voilà, on est dans le concept de la nature en ville. Et il va nous parler de l'agriculture urbaine. Voilà, Vincent, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci également d'être venu malgré le temps. Après tout ce que vous avez pu voir lors de cette exposition, on va parler d'un cas particulier de végétalisation innovante des villes, notamment se concentrer un peu plus sur Paris et un petit peu la région Île-de-France, présenter le contexte, je dirais, historique de l'agriculture dans cette région, sans rentrer dans les détails et les politiques agricoles, et de montrer comment petit à petit l'agriculture, qui était une partie historique de la vie dans les faubourgs à l'époque, réémerge et est réintroduite, souvent à l'initiative des citoyens. Donc historiquement, on va dire, l'apogée de l'agriculture en ville a été au XVIIe, XVIIIe siècle, et principalement tournée vers, à l'époque, je ne parle pas des jardins ouvriers par la suite, mais était faite pour les personnes importantes, dans des jardins clos, privatisés, où une population un peu élitiste avait la possibilité de manger des produits sains et surtout de se détendre. Ça s'est passé à peu près jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où après, pour, on va dire, une nécessité de développement urbain, de croissance, petit à petit, l'agriculture a été repoussée en dehors des murs de la ville, jusqu'à finalement, paradoxalement, revenir de nos jours, et ceci lié à des problématiques, on va dire, à la fois culturelles et d'époque, conjoncturelles, liées à l'environnement, on va dire également aux problématiques d'alimentaire et de qualité de vie. Cette agriculture urbaine, elle pose plusieurs questions, on va dire fondamentales. Quel est finalement le mode de production alimentaire que l'on veut? Quel regard nous portons en tant qu'urbains sur la ruralité? Pourquoi l'agriculture urbaine? Et quels sont les risques de pollution en milieu urbain? Effectivement, il n'est pas tout de créer des jardins partagés, forme la plus dominante actuellement d'agriculture urbaine. Encore faut-il savoir si, en dehors de l'autoconsommation, ces produits peuvent être distribués, transformés, avec une assurance et une garantie sanitaire. Derrière ces différentes formes d'agriculture urbaine, il y a l'enjeu de la ville durable. Donc pendant toute cette exposition, on a vu différentes formes d'appropriation de la nature pour, on va dire, nos loisirs, notre développement au niveau de l'espèce. À l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un quartier. Si on raisonne en termes de ville durable,
on va devoir concilier un certain nombre de problématiques et d'enjeux liés au logement, à l'activité économique, aux services urbains, au déplacement, aux loisirs, à la préservation de la biodiversité dans ces lieux de vie, et les échanges, l'interaction entre, et c'est une spécificité de Paris qu'on verra après, le lien entre la ville, le cœur de la ville, et le milieu périurbain et ruraux. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la prise de conscience, on va dire, politique et collective, s'est matérialisée, donc en France notamment par la loi Grenelle de l'environnement 2, et après, pour la ville de Paris, la loi du Grand Paris, qui a été ensuite, en suivant des exigences de cette loi Grenelle 2, déclinée en schémas directeurs régionaux qui sont censés mettre en place les grandes orientations pour améliorer la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des espaces verts, la qualité au bruit, et maintenir et refavoriser une biodiversité. Quand on parle d'agriculture urbaine, on est forcément confronté à une forme de concurrence par rapport, on va dire, au béton, qui va s'inscrire notamment dans les PLU. On va dire, si demain l'agriculture urbaine veut se développer, notamment dans les villes, il faudra un assouplissement, une adaptation des PLU notamment, pour que les porteurs de projets puissent s'interfacer, et notamment qu'une serre, par exemple, agricole ne soit pas considérée, elle sera toujours considérée comme un bâtiment agricole, mais aujourd'hui elle est interdite en ville, par exemple. Alors là, ça va être un focus un peu sur l'Île-de-France, donc très rapidement. L'Île-de-France, elle regroupe quand même 20% de la population française, mais seulement sur 2% du territoire national. Sur ce territoire, quasiment la moitié est couverte par des espaces agricoles et forestières, et le reste, c'est on va dire des milieux remarquables protégés, et 25% restants seront d'urbanisation pure. De manière générale, malgré que l'Île-de-France soit en bonne position sur la production d'un certain nombre d'espèces maraîchères, notamment la salade, le cresson, la réalité industrielle, les maladies, le fait que de grandes entreprises de transformation des aliments soient parties de l'Île-de-France a fait qu'il y a eu une chute, on va dire, du nombre d'exploitations sur le territoire, et forcément pour la plupart des espèces, une baisse de leur production. Quand on va parler d'agriculture urbaine, évidemment, on ne va pas rechercher une autonomie alimentaire. À l'heure actuelle, c'est un rêve pieux, même si on végétalisait de manière productive toutes les toitures terrasses, les espaces urbains comme des friches, des berges, des dents creuses, la petite ceinture, on n'arriverait effectivement jamais à nourrir l'ensemble de la population parisienne et encore moins francilienne. Par contre, cette problématique devient stratégique par rapport à des éléments de responsabilité sociale et environnementale que l'on verra un peu plus loin. Bon, là, ce slide, c'est surtout pour vous montrer que le territoire francilien, il est composé majoritairement d'exploitations de grandes cultures, quasiment de la monoculture, des céréales, et derrière, on va dire des exploitations spécialisées qui produisent environ à peu près 32 espèces différentes, et ensuite les exploitations mixtes qui vont faire à la fois de la grande culture et à la fois se spécialiser dans une dizaine d'espèces différentes, souvent avec une recherche de rentabilité à travers la production d'espèces à valeur ajoutée. Donc là, on va dire, c'est le slide un peu petite sœur, on voit donc cet étalement des exploitations, donc principalement dans l'est du territoire francilien, et on va dire dans la grande partie sud, donc 91, 78 et un petit peu du 95.
Donc malgré que finalement l'Île-de-France soit aux 3/4 une terre agricole, on va dire, nous franciliens on consomme à peu près 1 million de tonnes de fruits et de légumes par an. Or, la production qu'on a sur ce territoire francilien, elle correspond à peine à 15% de nos besoins en légumes. Quasiment la totalité qui arrive à Rungis vient soit des autres territoires nationaux, soit de l'étranger. Comparativement, les AMAP et les jardins potagers, aujourd'hui, alimentent à peine 4 personnes sur 1000. Et finalement, cette situation amène à une forme de paradoxe, c'est que malgré qu'on soit une zone où on produit énormément de fruits, de légumes, malgré que c'est baissé par rapport aux 30 dernières années, on est quasiment autosuffisant, on est à peine autosuffisant en salade. La distribution, quand on parle d'agriculture urbaine, ce n'est pas que la production dans une ville. Ça va être aussi rechercher une distribution optimisée. C'est une tendance qui s'accroît, une demande de plus en plus des urbains d'essayer d'avoir accès à des produits de qualité, évidemment gustatifs, nutritionnels, mais locaux. Donc on a vu effectivement se développer depuis quelques années le principe des AMAP, où on crée un lien entre les milieux ruraux et des agriculteurs et les urbains, via des associations qui vont faire le lien. On voit que le légume, c'est effectivement le produit qui est le plus simple et le plus favorable, on va dire, à une vente en circuit court. Et en Île-de-France, elle est faite par quasiment 300 exploitations. Quasiment, sachant que une exploitation peut vendre en circuit court différents types de produits, quasiment les 3/4 des exploitations favorisent et développent ce type de distribution. Toujours en guise d'introduction, l'agriculture urbaine pose aussi la problématique de la pollution. Je produis des fraises, des tomates, des carottes, des petits pois sur un toit. Je ne vais pas avoir la même pollution, par exemple en métaux lourds, que si je produis les mêmes espèces à côté d'un axe autoroutier ou un axe routier comme le périphérique. Ça, c'est une comparaison simple, mais la pollution en milieu urbain, quelque part, elle sera toujours existante, via l'air, via l'eau, via le sol. Suivant la technique de production, le lieu de production, la modalité de production qu'on va choisir, on ne sera pas soumis, on va dire, aux mêmes risques de pollution et aux mêmes sources de pollution. Typiquement, peut-être vous faites partie vous-même d'un jardin potager partagé. Sur le nombre qui existe, il y en a à peu près sur Paris 400 jardins partagés, dont 93 qui se sont montés depuis les années 2000. Combien ont réellement fait des analyses de sol pour s'assurer que la production n'était pas nocive pour la santé? Par expérience, et par rapport au retour qu'on peut avoir avec des associations, très peu. Et souvent, quand elles ont été menées par les services de la mairie, parce qu'historiquement, sur ces parcelles, on savait que des boues d'épuration à l'époque, où il y avait des activités industrielles, métallurgiques notamment, qui ont pollué gravement les sols. Donc, notamment Montreuil, avec ses murs aux pêches, est un territoire extrêmement pollué. La petite ceinture, pareil. A priori, toutes les productions qui se font sur la petite ceinture, notamment par l'association des petits ruisseaux dans le nord de Paris, tout se fait en bac. Il n'y a quasiment plus rien, ou de moins en moins, qui est planté en pleine terre, plein air. Pareil, ces teneurs en métaux lourds, je parle j'ai axé sur la pollution en métaux lourds, mais derrière il y a les pollutions bactériologiques, les pollutions chimiques, qui rentrent en compte notamment via la récupération et la valorisation de l'eau de pluie. C'est que ces teneurs en métaux lourds, elles dépendent et des espèces et, comme on a vu, des sites de production. C'est-à-dire, vous prenez 10 espèces de tomates,
Les 10 ne vont pas dans le même lieu, même terreau, même substrat, même protocole. Elles ne vont pas, in fine, quand on va faire les analyses, contenir les mêmes teneurs en métaux lourds. Toutes ces questions-là, elles sont très émergentes en France. On va dire, il y a à peine 5 ans réellement, et Paris, ça fait à peine 2 ans, qui communiquent réellement sur l'agriculture urbaine, et nous n'avons quasiment aucun retour scientifique de connaissances qui permettent aujourd'hui, par exemple, à une collectivité ou à des entreprises, de choisir les meilleures technologies, les meilleures techniques et formes d'agriculture urbaine. Berlin a fait beaucoup d'études, l'université technologique de Berlin, évidemment dans les pays anglo-saxons, au Canada, États-Unis, qui sont très en avance sur ces thématiques par rapport à nous, et surtout d'un point de vue opérationnel. C'est qu'on a tous des bonnes idées, on peut tous faire un petit coin sur un balcon, une terrasse, et on commence tous par des plantes aromatiques. Combien arrivent à maintenir ces plantes aromatiques achetées chez Truffaut dans le temps, c'est encore une autre question. Alors l'impact environnemental des circuits courts. L'intérêt de l'agriculture urbaine, on a vu, c'est pas tant de nourrir et d'être autosuffisant dans la ville, mais c'est de favoriser une production locale qui va être peut-être plus qualitative au lieu d'être quantitative, et surtout elle va créer du lien social, on le verra tout à l'heure. Est-ce que le circuit court est moins polluant qu'un circuit de distribution issu d'une trentaine d'années d'expérience de l'industrie? L'exemple parfait, c'est, on va dire, une AMAP qui fait venir d'un producteur, d'un exploitant des paniers, mais que les gens qui viennent chercher ces paniers viennent tous en voiture. Au final, ce qu'on va avoir économisé localement, géographiquement, en termes de ressources, on le détruit par un impact environnemental lié au transport. Derrière, ce que ça veut dire, c'est que dire l'agriculture urbaine va favoriser les circuits courts, oui, mais est-ce que ces circuits courts, dans leur forme, sont responsables également? Vous ferez votre propre opinion, mais pensez par exemple à des bâtiments multifonctionnels qui intégreraient directement, alors type ferme verticale par exemple, mais qui intégreraient directement dans son processus, dans sa gestion des parcelles, une zone productive, et que cette production soit déjà, via des partenariats, intégrée dans un circuit d'aide alimentaire par exemple, où distribution raisonnée et définie dès le départ aux habitants soit du bâtiment, soit du quartier, mais qui n'iront chercher ces paniers que via des modes de transport doux, à pied, soit en vélo. Donc là, je vous ai mis deux images qui représentent Paris ou Lutèce à l'époque. Donc rive sud de la Seine, en gros du Panthéon au Jardin des Plantes, et Paris en 1740. Les deux, on ne voit pas les détails, mais historiquement, les gens venaient même de province acheter des concessions de terre dans Paris, par exemple, pour exploiter des fruits et des légumes. Donc, comme on disait en préambule, les jardins ont été, dès le départ, on va dire, fabriqués par l'homme, et notamment par, alors on va dire, le roi Louis XVI qui aimait beaucoup ça. Il a fait ça à Versailles, mais il a aussi lancé ça pour le jardin des Tuileries. Il voulait que des zones, on va dire, vertes existent au sein même de la ville. Derrière, dans les 30 glorieuses, on va dire, par des soucis de développement, d'étalement urbain, d'industrialisation des filières agricoles, notamment en monoculture, tous ces espaces verts ont été éclatés et ont disparu et ont reculé.
Donc là, il y a une représentation de l'évolution finalement de cette lutèce gallo-romaine, et comment dans le temps, en fait, on se rend compte que Paris, c'est la particularité de Paris, s'est développée de manière radioconcentrique. Et donc plus elle s'étalait de manière radioconcentrique, donc c'est cette partie à gauche ici, plus évidemment les espaces verts, les espaces agricoles disparaissaient et reculaient. L'autre spécificité de Paris, qui a fait qu'il y a eu une coupure de liaison entre les zones périurbaines et rurales et la ville elle-même, qui est un centre-ville maintenant, qui n'est pas un faubourg comme d'autres capitales européennes, avec des espaces verts, des parcs, etc., a été le ceinturage, la création d'enceintes. La plus marquante, c'est le périphérique. Ce périphérique, 32-35 km, crée une réelle coupure entre, on va dire, l'espace agricole francilien et la population parisienne, francilienne, qui se concentre au sein de Paris. Aujourd'hui, c'est la photo tout en bas à droite, on se rend compte que malgré 400 jardins et parcs et 2 bois, les bois de Boulogne et les bois de Vincennes, on se rend compte que Paris a des espaces verts extrêmement éclatés, extrêmement parsemés, et alors qu'elle présente le taux de densité l'un des plus importants du monde, quasiment 21 000 habitants au kilomètre carré, quasiment 2 fois plus qu'à New York, alors qu'on se représente New York comme une ville extrêmement dense et très peu verte. Donc Paris, c'est quasiment 2 fois plus dense que New York, et en termes d'espace vert dédié par habitant, on est à 5 mètres carrés à Paris, alors que par exemple à Londres, on sera à 45 mètres carrés, et à Berlin, 25 mètres carrés. L'objectif, évidemment, de l'ancien maire de Paris et de son ancienne colistière et nouvelle maire de Paris, c'est d'essayer d'atteindre 30 à 35 mètres carrés par habitant. Donc il y a toute une politique de verdissement de la capitale qui est lancée depuis une dizaine d'années, mais parce qu'on est extrêmement en retard par rapport à d'autres pays déjà européens et de grandes capitales. Cette agriculture urbaine, maintenant, elle se définit vraiment par son lien fonctionnel avec la ville. On a vu, ça va être l'objectif, ça va être de réintroduire du vert dans la ville, mais en créant du corridor, en créant du lien entre les espaces limitrophes du centre-ville et la ville elle-même. Cette agriculture urbaine, elle va rentrer évidemment en concurrence avec d'autres besoins initiaux, les besoins en foncier, les besoins en main-d'œuvre et l'accès aux ressources. Elle va essayer de concilier les aires de production et les aires de consommation. Et on rajoutera même des aires de loisirs et de pédagogie. Donc cette agriculture urbaine, on le voit bien, pose vraiment la question de notre modèle de production, lié évidemment en lien avec le consommateur, parce que c'est lui qui va décider du développement de cette forme d'agriculture et des technologies qui seront adaptées au milieu urbain. Là, ce schéma vous montre l'ensemble des fonctionnalités qu'apporte l'agriculture urbaine. Donc évidemment, on a l'aspect éducation, l'aménagement urbain, le développement économique, par l'insertion économique avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, les loisirs, tout ce qui va être détente, contact avec la nature, donc ça va être le jardin pédagogique, labyrinthe vert, etc. La santé, qualité de l'air, qualité des aliments, sécurité alimentaire, en quantité et en qualité, et l'environnement, donc traitement des déchets, valorisation de l'eau, et biodiversité évidemment, et lutter contre les îlots de chaleur, qui sont à Paris un phénomène dont on a pris conscience en 2003 avec la grande canicule, mais qui par les simulations de Météo France montrent que d'ici 2030, les températures estivales, les pics de température estivale en ville seront plus importantes que le niveau atteint en 2003, ce qui pose la question de l'adaptation du milieu urbain au changement climatique. Donc, la particularité de l'agriculture urbaine, c'est multiforme, son hybridation.
On a tous en tête, soit via des reportages, soit parce qu'on les a rencontrés, les jardins partagés, pleine terre, plein air, au niveau du pavé ou en bac, les toitures terrasses, donc notamment AgroParisTech, qui a été un peu le pionnier, on va dire, dans l'expérimentation de l'agriculture urbaine, donc sur des toitures terrasses. Il va y avoir par exemple également tous les parterres, les alignements d'arbres qui sont potentiellement une zone valorisable. Et puis après, il y a toutes les structures architecturales d'aménagement urbain qui vont pouvoir apporter à la fois un rôle d'aménagement urbain, de service, et à la fois un rôle de production végétale. Donc ces formes d'agriculture urbaine, elles sont vraiment multiples. Qui est concerné? Les habitants, les associations, des agriculteurs, des collectivités territoriales, des entreprises privées, des chercheurs, des institutions, des architectes, des paysagistes, des urbanistes. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va produire? Principalement des légumes, quelques fruits, des herbes aromatiques, des champignons, du poisson si on fait de l'aquaponie, du miel. Paris est très connu pour avoir une population d'abeilles plus importante que partout ailleurs dans le territoire francilien, et un miel de meilleure qualité, des œufs, des poules, quelques céréales. Quel est le système de distribution? Est-ce qu'on va en faire une activité marchande, non marchande, un mix des deux? Où est-ce qu'on va le faire? Donc les champs, les friches, des laissés, des dalles, tout ce qui est imperméabilisé, hein, donc parking, place, toiture, des anciens sites industriels, des pieds d'immeubles. Quel va être le support, quels vont être les supports de production? Donc, il va y avoir les pleines terres, évidemment, les terres rapportées, les substrats locaux du commerce, et l'eau, donc tout ce qui est système hydroponique notamment. Et ensuite, il y a les systèmes de distribution, qui sont, on va dire, autant variés que l'imagination des citoyens qui les portent. Cueillette sur place, troc aux plantes, marché, système de panier, magasin de producteurs, magasin à la ferme, grande distribution, restaurant, table d'hôtes. Ça, c'est tous les possibles systèmes de distribution. Et en fait, à travers toutes ces formes, chacun va pouvoir personnaliser et trouver son mode le plus approprié à son bâtiment et évidemment à la population qui va s'occuper de ces jardins. Il ne faut pas croire qu'on met et puis ça pousse tout seul. C'est un vrai travail. Donc là, c'est une carte qui montre les jardins partagés à Paris. Donc on voit qu'il y a une grosse concentration en fait, dans les quartiers historiquement populaires de la partie nord-est de Paris. Ils sont créés une dizaine par an. Alors, les points verts sont les projets en cours. Il y en a toujours plus qui se créent et qui se conçoivent que de mise à jour de la carte. Ça, c'est, on va dire, au niveau de la ville de Paris. Au niveau d'un quartier, et on va dire que c'était un peu l'objectif d'Haussmann à l'époque, quand il a dessiné Paris, lui, son objectif, c'était justement de créer des liens entre les quartiers. Donc il a créé des promenades avec des arbres alignés, mais son idée derrière, c'était d'essayer de créer au moins un jardin par quartier. Et cette philosophie, quelque part, elle est reprise, c'est un peu un visionnaire, et puis sans le savoir, nos problématiques actuelles font que naturellement, on va recréer localement les meilleures conditions pour mailler, d'un point de vue vert, des zones urbanisées minérales. Là, il y a 14 points, par exemple, de comment on peut végétaliser de manière innovante ou améliorer la qualité de vie dans un quartier. On voit bien que ça peut prendre vraiment différentes formes. Ça va passer de la végétalisation de toiture, ou de murs, à permettre des zones complètement libres de voitures, par exemple. L'intérêt, on va le voir d'un point de vue environnemental, c'est également, toujours dans le lien avec la prise en compte des conséquences du changement climatique, c'est qu'il a été montré qu'une ligne d'arbres permettait localement de réduire la température de 3 degrés. Alors voici d'autres formes possibles d'agriculture urbaine à différentes échelles. Donc à Paris,
et éventuellement bientôt à Romainville, on aura un exemple de serre comme ça, je dirais, de grande production en toiture, mais que nous, on est plutôt en bas là, actuellement à Paris. Donc il y a des systèmes, je dirais, du commerce sur étagère qui permettent, en fonction de l'espace, de la parcelle qu'on a, de pouvoir soi-même produire des légumes, des plantes aromatiques, des fleurs. Ça peut être aussi des plantes médicinales, de manière thérapeutique de manière générale. L'agriculture urbaine, elle a plusieurs objectifs. Les principaux, c'est mieux respirer, on végétalise, ça paraît évident, mieux manger, c'est pas beaucoup, mieux manger, c'est mieux manger, donc essayer de faire du qualitatif, le lien avec l'autre. Et finalement, ces trois objectifs tendent à créer des conditions de qualité de vie en ville meilleures. Donc l'agriculture urbaine, elle va apporter des services ce qu'on appelle écosystémiques. Donc là, c'est de type environnemental. Donc ça va être évidemment contribution à la biodiversité, évitement par le raccourcissement considérable des distances des émissions de gaz à effet de serre liées au transport alimentaire et à tout ce qui est lié au conditionnement, les emballages, les palettes, etc. La captation des eaux de pluie par les surfaces productives elles-mêmes, ou des systèmes de stockage ponctuels, la réduction des îlots de chaleur urbains et le traitement local des déchets organiques. D'un point de vue social, l'agriculture urbaine, elle va apporter plusieurs réponses. Et l'innovation, finalement, elle est liée à ce que les citoyens et les porteurs de projets en font. Ça va être la santé, traçabilité des aliments, sous couvert d'analyse effectivement chimique et biologique, l'intégration sociale, via de l'économie sociale et solidaire par exemple, lutter contre la pauvreté, améliorer la biodiversité, mais le développement local de la biodiversité, donc tout ce qui va être loisirs, éducation, création d'emplois, il faut bien s'occuper des plantations, et lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, directement en lien avec la santé. Une autre, on va dire, un des autres objectifs de cette agriculture urbaine, et dont l'exposition, il y avait d'autres formes justement d'aménagement paysager dans les villes, que ce soit dans des démarches de haute qualité environnementale ou pas, c'est de créer justement ces liens entre îlots urbains et de favoriser le végétal dans la ville. Et donc d'un quartier à l'autre, créer ces espaces verts, ces corridors verts qui vont permettre de répondre à tout ce qu'on a vu juste précédemment, notamment la biodiversité, et créer des espaces de vie agréables et sains. L'autre aspect de l'agriculture urbaine, c'est qu'elle va permettre de valoriser localement des déchets organiques. Alors forcément, on va parler de compostage. Donc il y a beaucoup de communes qui se sont lancées dans cette expérimentation, donc via des résidences en copropriété par exemple, ou via des programmes pédagogiques, de composter et de réutiliser ces substrats dans les circuits de production. Donc ça, c'est des exemples à gauche, c'est Bagneux, comment ils pensent créer dans cette ville les meilleures conditions possibles d'écoquartiers. Et à droite, on va avoir un projet à Dijon, par exemple, pareil, d'écoquartier, mais qui, au niveau de ses spécifications techniques, recherche dès le départ à introduire de l'agriculture urbaine. Ça, c'est une illustration de maillage, de structuration des quartiers par une trame verte. Ça, tout à l'heure, quand je vous parlais de bâtiments multifonctionnels, on le voit déjà dans de plus en plus de programmes architecturaux, c'est de faire de l'habitation et du tertiaire. Okay. On a les bureaux en rez-de-chaussée ou en premier, deuxième étage, et puis on va avoir les zones de logement au-dessus. On va pouvoir avoir en sous-sol ou en sous-duplex, on va dire, en souplex, des salles de sport, par exemple. Demain,
au-delà de végétaliser des toitures terrasses, il faudra végétaliser par des systèmes productifs. Végétaliser, c'est bien, mais si ça peut en plus servir à quelque chose, c'est encore mieux. L'aspect inertie du bâtiment, l'aspect biodiversité resteront toujours, mais derrière, on produit quelque chose. Donc là, on a dessiné un petit peu les contours à l'échelle du territoire francilien, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier, comment les formes, les différentes formes et les différentes fonctionnalités de l'agriculture urbaine pouvaient se faire, se matérialiser. Là maintenant, je vais vous présenter deux formes particulières et techniques d'agriculture urbaine. Donc à travers un exemple de ferme verticale. Donc là, c'est l'aspect bâtiment multifonctionnel productif. Et un autre projet qui est plutôt lié à de l'aménagement urbain, ou particulier, on dira, qui est une micro-serre bioclimatique éco-conçue. Donc l'agriculture urbaine, ça a comme tout produit ou service un cycle de vie. On part de ressources qui servent d'intrants, ce qu'on appelle des intrants, on les exploite et derrière on ressort, des sortants, des déchets, des émissions, qu'on va essayer de limiter au maximum quand elles sont polluantes et quand elles sont valorisables, de les valoriser au maximum. Derrière, effectivement, ça peut prendre toutes les formes. Mais de manière générale, on va avoir des déchets. On va les utiliser donc, du compost en tant que substrat, que terreau. Donc on valorise déjà localement des déchets. Et derrière, on va produire des aliments qui vont être exploités localement, récoltés, donc, soit par des structures privées, soit par des associations ou les habitants de ces bâtiments, et derrière distribués ou autoconsommés. Donc cette ferme verticale, qui est prévue le long des voies de chemin de fer de la gare Montparnasse, l'idée c'est de créer un bâtiment évidemment le plus performant possible d'un point de vue énergétique et environnemental. Donc pour cela, on se base sur l'architecture dite bioclimatique et sur l'aspect culture, sur ce qu'on appelle la permaculture. Donc c'est un peu l'équivalent du biomimétisme, mais appliqué on va dire, à la production maraîchère. Donc c'est reconstituer finalement les formes, les combinaisons d'espèces que la nature naturellement a mises en place. Donc c'est à peu près 1200 mètres carrés d'espace. Derrière l'idée, donc, c'est que dans cette partie, on va dire tertiaire, il y ait une partie productive, donc en hydroponie, une partie bureau, analyse, laboratoire, une partie, je dirais, pédagogique, avec une sorte de salon qui présente ce qu'est l'agriculture urbaine, le manger bio, etc., la valorisation des déchets pour l'éducation, et une zone de distribution qui est une halle, une halle couverte, marché, donc, qui permettait de distribuer directement les produits sur place et évidemment de faire venir des acteurs économiques qui, 2 fois par semaine par exemple, vendaient d'autres produits dans une démarche la plus bio possible. Donc l'idée c'était de rendre le bâtiment le plus autonome possible et le moins impactant sur son environnement. Donc démarche HQE notamment. Donc diminution de la matière, valorisation de tout, de l'énergie, de l'eau. Donc quand je dis énergie solaire principalement et géothermique, de l'eau et de la matière. Derrière ce bâtiment, il a été aussi conçu dans l'esprit du cycle de vie. C'est-à-dire, on boucle en circuit court le plus de choses possible. Donc évidemment, on l'a dit, l'eau, la matière et l'énergie, qui sont les ressources naturelles les plus impactantes sur l'environnement. Et l'important, c'est cette histoire de distribution. Pour que ça ait du sens, l'agriculture urbaine, il faut que
les lieux de distribution soient sur les lieux d'exploitation. Donc on ne rentre pas dans les détails, mais l'architecture bioclimatique, c'est évidemment des parois performantes au niveau d'l'isolation, d'étanchéité à l'air, les modes constructifs. On va essayer de jouer sur l'inertie au maximum, sur les notions de serre, donc capter au maximum via des zones tampons l'énergie pour les restituer dans la nuit. Il faut savoir que l'intérêt d'une serre, c'est de maintenir des températures constantes, homogènes, entre 15 et 25 degrés, de jour comme de nuit, été comme hiver. Donc potentiellement très très énergivore. Derrière, ça veut dire que la ventilation, la protection solaire au soleil, tout ça doit être géré, automatisé, de manière à optimiser ces productions. Au niveau des besoins en eau, évidemment, la plupart des besoins sont pour la production maraîchère. Sur ce projet-là, on a montré qu'en valorisant au maximum l'eau sur la parcelle, on rendait le bâtiment quasiment autonome. Toute l'année. Là, c'est une décomposition, une schématisation aussi de la partie énergétique. Donc avec, on n'y peut rien, on ne peut pas faire autrement, mais un minimum d'usage d'énergie fossile. Derrière, tout ce qui va être valorisation d'énergie renouvelable. Et au maximum, on va essayer d'augmenter la part d'énergie renouvelable, à la fois pour faire tendre le bâtiment vers un bâtiment positif, mais aussi pour réduire les impacts environnementaux. Là, ce deuxième projet de micro-serre urbaine, il y a la partie de gauche qui est en lien avec la ville, et la partie de droite qui est la zone de production. La partie de gauche, en lien avec la ville, elle peut prendre différentes formes, différents services rendus. Là, c'est un exemple de serre, mais par exemple, la partie de droite peut être aussi le lobe, comme un lobe, être symétrique. Et d'un côté, on aurait de la production, d'un côté, on aurait la distribution. Par exemple, les marchés couverts sous les métros aériens, notamment, ou des zones de parking perdues, mais où s'installent des marchands pour les marchés urbains, cette serre a un sens. Donc ces serres agricoles urbaines, elles rendent... Enfin, pourquoi une serre déjà? La serre, ça permet évidemment de maintenir une production le plus longtemps possible, de pouvoir faire pousser des primeurs et d'éviter un certain nombre de désagréments qu'on peut rencontrer quand on fait de la production pleine terre, plein air, que ce soit au niveau des nuisibles ou des maladies. Cette atmosphère, cet environnement contrôlé, que ce soit d'un point de vue automatisation pour l'aspect énergétique ou pour le contrôle des espèces elles-mêmes, est primordial quand on parle de serre. Donc le but, ça va être production et vente de fruits et de légumes frais de qualité au plus près des consommateurs. Donc et après, ça prend toutes les formes que vous voulez et que vos partenaires, vos parties prenantes autour de vous veulent. Typiquement, il y a des projets où on travaille avec des restaurateurs, ils veulent intégrer directement certains produits, certaines espèces à valeur ajoutée, des fleurs comestibles, des primeurs, des espèces qui ont des formes, des couleurs très particulières et qu'habituellement ils ne font pousser que dans leur jardin à eux, sur le territoire francilien ou limitrophe. Et là, on leur permet de pouvoir le fabriquer directement sur place. Pareil pour les écoles hôtelières. Ça leur permet à la fois d'avoir un vrai sens pédagogique et de créer dès le départ entre le futur cuisinier un lien avec la matière. Donc l'objectif était triple de cette serre bioclimatique, c'était l'intégrer au bâtiment et à la ville. Zone tampon, isolation, aménagement, qui s'intègre dans un quartier ou une zone d'activité et ses acteurs. Le but, c'est de faire participer la population locale et une démarche scientifique innovante parce que, comme on disait au début, il y a très peu de connaissances scientifiques sur l'agriculture urbaine et la serre est vraiment un moyen de comparer les résultats existants sur des productions en toiture terrasse, par exemple,
comparé à une production près d'axes autoroutiers ou routiers, denses, notamment à Paris. Est-ce que ce qu'on produit en serre sera plus comestible, même si on est à côté du périphérique? Donc le schéma, c'est on a des entrants, on utilise cette serre pour valoriser, produire, et derrière les sortants, c'est des services, donc la nourriture, de l'énergie, des îlots rafraîchissants, une amélioration de la biodiversité, avec tout ce que ça a comme conséquence sur le citoyen. Le principe bioclimatique, très rapidement, c'est valoriser au maximum la captation de chaleur, la stocker et la restituer quand il faut bien, quand il fait notamment plus froid. L'intérêt aussi d'une mise en culture en serre hors sol, en milieu urbain, ça va être au niveau des frais de mise en culture. Si on valorise les déchets locaux, on n'a pas besoin de les acheter, évidemment. Des dons, des partenariats avec des semenciers ou des associations liées à la biodiversité, la construction en voie sèche et prémontée en usine. Donc on va limiter aussi les impacts environnementaux liés au mode constructif qu'on utilise. Derrière, au niveau de l'exploitation, qui est un enjeu important, c'est de simplifier au maximum cette exploitation. Donc des petites parcelles où on va pouvoir utiliser et maximiser la verticalité de l'objet architectural, va permettre d'optimiser la production de la parcelle, etc., etc. Les emprunts qui seront effectivement beaucoup moins importants, puisque ce n'est pas des projets de grande culture, donc c'est quasiment autofinançable. Et après, au niveau du coût en exploitation, pareil, comme on valorise le plus possible l'eau, les déchets et l'énergie, c'est forcément des charges que l'on n'a pas. Tout ça participe à une démarche innovante de développement durable sur les 3 piliers. On a la partie sociale, avec le lien, les gens qui se parlent, qui montent eux-mêmes des associations, qui exploitent la serre, l'environnement, on en a parlé avec tous les bénéfices que cela comporte, et l'aspect économique. Est-ce que c'est viable réellement de faire de l'agriculture urbaine, hors autoconsommation? Voilà, c'est quelques chiffres, histoire de se donner un peu une idée de qu'est-ce qu'on peut réellement produire donc en serre, quelle est l'énergie dont on a besoin, quelle est la quantité d'eau dont on a besoin, et qu'est-ce qu'on peut faire avec 25 mètres carrés. Est-ce qu'on peut, par exemple, nourrir 1 à 2 familles de 3 personnes par an, par exemple. Donc ça, ce projet, c'est innovant parce qu'on a des partenariats assez prestigieux, on va dire, notamment les Restaurants du Cœur, qui voient un très bon moyen de pouvoir réinjecter dans le circuit d'aide alimentaire les produits, et également par l'insertion, faire travailler des gens toute l'année. Actuellement, les projets qu'ils ont de ce qu'on appelle les champs du cœur n'occupent les travailleurs en insertion qu'une partie de l'année, et souvent en lien avec les cycles de la nature. L'aspect recherche, très rapidement, c'est cette évaluation, cette comparaison des teneurs en métaux lourds et en minéraux dans des cultures productives plein air et en serre bioclimatique, avec des amendements issus de la valorisation locale de biodéchets urbains. Donc les 4 catégories de paramètres qui ont été recherchés et qui participent à cet aspect innovation et expérimentation, ce sont des critères agronomiques. Quel est le niveau de performance, de productivité des systèmes agricoles en zone urbaine? Quelles sont les espèces ou variétés ou techniques culturelles présentant les meilleurs résultats? Des critères environnementaux. Quel est le niveau de performance environnementale réel d'un système bâtiment-culture-service? Quelle synergie environnementale de maraîchage urbain et d'urbanisme on va pouvoir développer? Évidemment, on va faire une analyse de cycle de vie sur ce projet, donc, qui va permettre réellement de montrer qu'en plus de répondre à des enjeux collectifs et locaux, de réellement diminuer les impacts environnementaux, multicritères, des critères économiques, est-ce que c'est faisable, transposable, rentable? Est-ce que réellement ça participe à l'amélioration de l'économie de la pauvreté? Et des critères sanitaires et sociaux, donc les risques toxicologiques de ces cultures alimentaires et les bénéfices en termes de santé, nutritifs et de bien-être social. Hop. Alors, je vais vous envoyer
là, c'est un exemple que j'ai pu trouver sur Internet d'extrême, on va dire, d'agriculture urbaine, mais qui illustre bien que ailleurs, il y a des choses qui se font et qui se font en allant loin déjà dans l'appropriation des objets pour faire de l'agriculture urbaine. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci Vincent pour cette brillante intervention. Vous avez parlé beaucoup d'agriculture, l'élevage c'est possible un jour, ça paraît partie de l'écosystème aussi, ou c'est complètement utopique? Des vaches? L'élevage. De l'élevage? Ouais, les vaches qui sont parties de Paris, on a bien vu il y a quelques années. Mais... Voilà, c'est vrai que la dernière vache est partie en 1971. Il y a déjà des projets, je dirais, expérimentaux d'élevage, alors pas au sens où on l'entend, mais plus réintroduire des ovins ou des caprins qui vont par exemple permettre de brouter des zones, des espaces verts, et au lieu d'utiliser des équipements, des tondeuses, etc., c'est des animaux qui après effectivement vont suivre pour certains un cycle, je dirais, plus traditionnel, l'usage de la viande évidemment, et puis par exemple de la laine si c'est des moutons. Donc ça existe déjà, des systèmes ou des projets d'aquaponie, donc où on va associer culture végétale et élevage de poissons, sont à l'heure actuelle à l'état, à Paris tout du moins, de projets et d'esquisses. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la production en Ile-de-France. Est-ce que la production en Ile-de-France reste entièrement en Ile-de-France, ou est-ce que... Elle part. Elle part et en fait avant elle était transformée. Enfin, tout le blé qu'on produit en Ile-de-France pourrait alimenter, alors il n'y a plus de moulins, mais voilà, des usines qui le transforment, qui en font du pain, et que le pain qu'on consomme soit vraiment issu de céréales franciliennes. Mais c'est pas le cas. Enfin, tout est exporté. Après c'est de l'économie souvent qui est derrière tout ça, mais les 3/4 sont exportés et du coup en fait on s'approvisionne via le grand quart nord-ouest de la France et suivant les saisons évidemment de la ceinture méditerranéenne. Et à propos vous disiez le végétal dans Paris, pour l'instant ce qu'on voit, moi j'ai l'impression que c'est surtout du végétal décoratif. Ouais. Pas trop encore du végétal productif. Non, exactement. En fait, on y va petit à petit. En fait, il y a moins de 100 jardins partagés sur Paris, et on voit que de toute façon, c'est extrêmement local. Cet aspect végétalisation innovante, donc on le retrouve de plus en plus sur des toitures végétalisées, sur des murs végétalisés, sur des parterres ornementaux, par exemple. Mais effectivement, tout ça n'est pas productif. Ça le devient petit à petit. Déjà à notre échelle, on a tous eu un jour ou l'autre une jardinière avec quelques plantes aromatiques. C'est le b.a.-ba, mais voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Mais quand on voit le degré de pollution dans Paris, ça n'incite pas peut-être vraiment à cultiver et à manger ces légumes qui seront cultivés, qui seront récoltés. Ouais, c'est l'une des principales problématiques, c'est l'acceptabilité sociale de l'agriculture urbaine. C'est qu'on part du principe qu'effectivement dans un milieu urbain pollué, dense, très dense comme Paris, l'air est pollué, l'eau va être polluée, surtout si elle ravine sur les toitures, etc. Un peu moins le sol, sauf si on est effectivement dans des zones polluées par les métaux lourds. On a besoin de connaissances scientifiques. C'est pour ça que l'agriculture urbaine, réellement en Ile-de-France et à Paris, c'est le début, c'est vraiment le début. Et vous avez pu le voir dans les autres projets, il y a des projets très grandioses, avec des grands cabinets d'architectes, ou très très innovants, comme les parois de la société XTU, qui permet d'utiliser des algues. Mais bon, pareil, ça c'est expérimental. Derrière, est-ce que vous mangerez les algues qui sont fabriquées dans les parois de ces bâtiments, par exemple? C'est une vraie question. Après, il faut aller au-delà des peurs intrinsèques et qui ne sont pas forcément dénuées de logique, mais qui ne se basent pas forcément sur des faits réels et factuels scientifiques. Mais si vous dites que le miel de Paris est particulièrement bon, malgré la pollution, c'est parce qu'il y a moins de pesticides peut-être?
Oui, exactement. C'est-à-dire, en fait, avec tous ces jardins, même s'ils ne sont pas très nombreux, tous ces ornements floraux, on a de plus en plus une vraie diversité d'espèces, florales notamment, qui est en plus favorisée par la présence de plus en plus d'abeilles qui pollinisent de mieux en mieux, etc. Et effectivement, parce qu'il y a moins de pesticides, les abeilles s'en portent mieux et le miel qu'elles produisent, malgré un environnement et d'air qui peut être pollué, elles le subissent moins. Et effectivement, le miel, elles se sentent mieux en fait, et quand elles se sentent mieux, elles produisent mieux le miel. Mais les légumes et les fruits ne pourraient pas être meilleurs non plus? Si, possiblement, si. Mais ça dépend de plein de choses, ça dépend de la qualité du sol. Évidemment, comment reconstituer dans un bac à légumes qu'on met sur une toiture terrasse les mêmes conditions de richesse de sol qu'en Cévennes par exemple, ou dans certaines zones où le goût du fruit ou du légume est lié à la qualité du sol. Donc on ne pourra jamais comparer, si on a en tête le goût d'une tomate dans le Languedoc-Roussillon ou en Catalogne, on ne pourra jamais le reproduire, et même d'un point de vue industriel en laboratoire chez nous. Mais par contre, on peut effectivement rechercher des espèces et le goût. Oui, j'ai d'abord une remarque. La pollution diminue à Paris sensiblement depuis quelques années avec la politique qui est menée. Deuxièmement, vous avez cité le cabinet XTU, le but n'est pas de nourrir les gens, en l'occurrence avec les façades d'algues, et c'est pas des projets utopiques, puisqu'il y a un projet qui se monte à Nantes, donc il est en construction. Le but éventuellement, à plus long terme, mais ça dépend des algoculteurs, c'est évidemment de faire soit des biocarburants, soit, si on raffine ces algues, de faire des molécules intéressantes de type sucre ou huile, effectivement, ou la matière sèche, de l'utiliser dans des chaudières pour chauffer le bâtiment. C'est pour ça que ce projet est intéressant, parce que c'est un système de symbiose entre une biofaçade et il y a des échanges gagnant-gagnant entre l'agriculteur et l'entreprise. Ma question ensuite, ce serait si vous étiez en charge à Paris d'une mission pour mettre de l'agriculture urbaine en dehors du projet à Montparnasse, quel serait un projet pour vous qui serait intéressant de lancer? Alors, il y en a deux que j'ai en tête qui sont en train d'être menés, c'est dans les halles, les anciennes halles, dans le 13e notamment, où potentiellement c'est des anciennes friches qui peuvent être exploitées. Donc là, l'idée, c'est d'en faire une sorte de grande halle et de faire, alors là, ce ne serait pas un système vraiment fermé, ce serait semi-ouvert, mais purement végétal et purement productif. Ça, en priorité, c'est ces espaces-là, ces grands espaces où potentiellement on peut tout de suite faire quelque chose. Ensuite, il y a les toitures terrasses, avec toute la problématique de l'existant. C'est-à-dire que les bâtiments qu'on a, c'est les trois quarts, ils n'ont jamais été conçus pour un jour intégrer de l'agriculture urbaine. Et on voit la difficulté pour atteindre les toitures terrasses dans les bâtiments. On a une trappe, une échelle, c'est rare qu'on ait un monte-charge ou autre. Là, c'est quasi impossible de faire de la végétalisation productive. Donc ça demande des adaptations, effectivement, qui seraient très coûteuses et même d'un point de vue urbanistique, pas acceptable. L'autre aspect, c'est éventuellement un peu comme cette ville anglaise, Tortonen, je crois, qui en fait a mis en place, a généralisé dans sa ville, donc tous les espaces possibles, l'espace vert de la mairie, de la commune, donc c'était les pieds d'arbres, des jardinières contre des murs, etc., de faire pousser des fleurs, enfin des plantes, des aromatiques, des fruits, des légumes, et de laisser en fait la population, évidemment locale, s'en occuper. Et se servir en fonction de ce que ça. Et ça a créé effectivement un bénéfice social et humain extraordinaire. Évidemment, ça n'a pas permis de nourrir tout le monde, mais par exemple, ça a quasiment éradiqué certaines délinquances liées à la problématique d'approvisionnement en nourriture.
Parce que et puis derrière, avec au-delà de l'aspect délinquance, c'est la valorisation de l'humain. Les gens faisaient quelque chose, vraiment le travail de la terre a un don extraordinaire pour ça, d'apaiser les mœurs, on va dire. Et derrière, ils avaient le plaisir de goûter, de manger la production de leur parterre. La petite ceinture à Paris, c'est une évidence. Là, actuellement, il y a 5 jardins partagés sur toute la ceinture. Il y a plus de 50 hectares potentiels. Donc, entre les 50 hectares de la petite couronne et à peu près 80-100 hectares de toiture terrasse, petit à petit, comme ça, et puis localement, des parterres, on peut créer à la fois ces liens verts entre îlots urbains et de végétaliser et finalement d'effacer, un peu comme si la nature reprenait ses droits, ces enceintes séparatives en fait de Paris avec son environnement direct en le végétalisant. Vous parliez d'associer distribution et production, les distributeurs, les grandes chaînes de restaurants, les McDo, les Auchan, tous ces gens-là, ils s'y mettent pas, ça, parce que les toits de Auchan s'y prêtent pas mal. Alors, on a des demandes, Grands Frais notamment, Carrefour, qui sont effectivement intéressés. Par contre, par rapport à leur logique économique, là, ce serait plus une logique expérimentale, innovante pour communiquer, mais on ne peut pas imaginer que même 1200, 1300 mètres carrés de toiture industrielle ou commerciale, genre, on pourrait dire que tous les centres commerciaux ou tous les supermarchés ont des toitures plates ou adaptées à une production avec serre. Ils ne sont pas encore dans cette logique. Mais ils y réfléchissent effectivement et petit à petit, dans une idée effectivement de positionnement stratégique et de produire des espèces à valeur ajoutée. En fait, on se rend compte, je sais pas, des piments, de la ciboule, le basilic thaïlandais, et puis il y a plein d'autres exemples. On les importe, ou quand on les achète, c'est 10-12 euros le kilo, par exemple, la ciboule, des choses comme ça. Il y a un sens à produire des espèces à valeur ajoutée localement. C'est dans ce sens qu'ils s'y intéressent. C'est sûr qu'il ne suffit pas d'avoir des toitures pour pouvoir compter, parce qu'il y a quand même des problèmes de structure, d'étanchéité. Ça coûte très cher quand même, des toitures sur lesquelles on peut cultiver. Enfin, c'est beaucoup plus cher qu'une toiture terrasse lambda. Bien sûr. Donc sur l'existence, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Bon, ça n'a pas été prévu au départ. Mais sinon, je voulais vous demander, le projet de ferme verticale, il en est à quel stade? On va dire qu'il est au stade DCE. Donc on est en train de faire les cahiers des charges et de définir en fait, les solutions techniques pour lancer un appel d'offres. Ça veut dire que, par exemple, le permis de construire a été délivré? Non, pas encore. Non. Et il est porté, le maître d'ouvrage, c'est qui? Alors, le maître d'ouvrage, c'est une partie la mairie du 15e, une partie RFF et une autre structure, montage un peu particulier à la fois propriétaire terrien, on va dire, et gestionnaire. Donc il y a 3 parties prenantes, on va dire, et l'équipe de projet de maîtrise d'œuvre. Et sur ce projet-là, la part importante, c'est que ça a été porté initialement par des associations et des riverains. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres alternatives. Toutes les parcelles possibles et exploitables à Paris sont trustées, on va dire, tout de suite par énormément de gens, notamment les promoteurs et les bailleurs sociaux. La force, la puissance des riverains, qui se constituent après une association ou autre, pour définir leurs besoins et ce qu'ils veulent dans leur quartier, est primordial en fait dans ce genre de projet, vraiment. Parce qu'ils font un lobbying quelque part sain, mais qui répond à leurs attentes, et parce qu'ils connaissent le mieux le quartier, quoi. Et cette exposition-là, elle répond à des projets sur des visites ou sur... Est-ce qu'elle répond, vous ne savez peut-être pas, mais est-ce qu'elle répond à des choses concrètes, à des projets un peu envisagés déjà sur des visites? Alors on parle avec le service développement durable justement qui nous avait contacté initialement pour justement parler de ce projet-là. Eux ils étaient plus intéressés à court terme tout du moins sur la serre en fait bioclimatique d'aménagement urbain.
c'est une réflexion en cours en disant que derrière, il faut trouver de l'emplacement, il faut voir s'il n'y a pas de concurrence foncière avec d'autres parties prenantes intéressées. Qui s'en occupe? Est-ce que c'est en partie les services des espaces verts de la mairie, une association, un exploitant privé? Donc en fait, il y a plein de questions qui découlent en fait juste de l'idée, qui font que pour l'instant, c'est des échanges avec M. Porcheron, par exemple, qui s'occupe du service développement durable de la mairie. J'espère que voilà, ça pourra aboutir effectivement sur des cas concrets. Là, cette serre, on la lance sur Montreuil, notamment avec les restaurants du cœur. Voilà, ponctuellement, Malakoff aussi intéressé, Sceaux est intéressé. Donc petit à petit, c'est un intérêt croissant et je le vois dans la communication, pas que liée aux élections récentes, mais la thématique Agenda 21, Scott, PCEAT, quelque part elle dérive tout de suite vers de l'agriculture urbaine. Enfin, alors c'est le jardin potager, végétalisation, créer des corridors écologiques, des corridors verts. Tout ça va se heurter au projet immobilier. C'est pour ça qu'il faut à notre sens, il faut vraiment que dès la conception, la programmation même, avec le maître d'ouvrage, c'est intégrer le végétal. Comment j'intègre le végétal de la productif dans mon bâtiment, dans un aménagement de quartier, par exemple, dans une ZAC. Et si on ne l'intègre pas dès le début, après c'est quasiment impossible, ou à moins à des coûts exorbitants. Je veux dire, ça va se heurter parce que les promoteurs, eux, ils ont besoin de tout l'espace. Ils ne sont peut-être pas décidés à... Alors l'idée c'est pas de dire je fais du plein terre, du plein terre et j'utilise des parcelles à même le sol. C'est l'intérêt aussi, pourquoi pas en neuf, d'intégrer tout de suite de la végétalisation. C'est qu'en neuf, on peut faire ce qu'on veut quelque part. Et quand on va imperméabiliser une parcelle pour construire un bâtiment, si finalement la parcelle qu'on aurait pu prendre et végétaliser au sol, en fait on la surélève, on la transpose, on la déplace en fait du sol à la toiture. Et du coup, quelque part, on répond pas, on rentre plus en concurrence avec justement les foncières. Et même mieux, c'est qu'ils sont intéressés parce que ça valorise leur bâtiment. Et c'est fait des projets innovants. Mais ça ne peut être que dans le neuf et ponctuellement dans de l'existant, sous couvert effectivement d'études de structure notamment, et puis voilà, gestion de l'approvisionnement, des flux de matière, etc. Bon, merci Vincent de vous être déplacé jusqu'à nous. Et le cycle des conférences continue demain. Vous avez Didier Josselin, qui est chercheur au CNRS, qui viendra à deux endroits. Il sera là à 14h30 à la médiathèque pour vous parler de transport et comment la flexibilité de transport peut s'inspirer de la nature. Et il viendra à 18h30 ici même vous parler de Spiderton et comment améliorer la ville grâce au toit d'araignée. Et puis jeudi, il y a une soirée cinéma au Centre Ravel. On diffuse les films de Arte, L'art du déplacement et Construire efficacement. C'est une série de films sur le mimétisme. Voilà, merci. Merci.